Mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, nous voici donc revenus dans ce magnifique auditoire pour une après-midi de congrès à la sortie du lunch, j'en suis conscient, et puisqu'il y aura une publication écrite qui sera beaucoup plus complète, eh bien, je vais me permettre ici d'être un petit peu plus léger. Le programme nous indique que la loi du 7 janvier 2014 visait surtout à répondre à 4 ou 5 objectifs prioritaires, dont la procédure de nomination. Je ne suis pas certain que nous trouverons ici les facéties auxquelles le titre du congrès fait référence, mais pour notre intervention, Maître Debray et moi-même avons en tout cas choisi cette métaphore facétieuse, un chemin de croix ou un long fleuve tranquille. Avant d'en arriver là, nous avons balayé toutes nos références cinématographiques, des plus drôles aux plus dramatiques. Cris et chuchotements, c'était bien aussi, mais un chemin de croix, c'est ce qui me venait le plus à l'idée quand il s'agit de parler de la nouvelle procédure de nomination. Vous noterez au passage que cette matière représente à elle seule un quart de tout le volume de notre nouveau statut. Je vais donc traiter du long chemin de croix de l'impétrant huissier de justice et je laisserai le long fleuve tranquille à Maître Debray qui aura, à mon avis, fort à faire pour éviter les chutes et les rapides. Pour éviter tout équivoque, je précise bien clairement que je n'exprime que mon opinion personnelle et que mes propos n'engagent évidemment pas les commissions. Dans vos familles, vous avez sans doute tous entendu un jour ou l'autre cette question rituelle que tata Jacqueline pose aux petits « Et qu'est-ce que tu aimerais bien faire plus tard ?» Alors vous imaginez bien que la probabilité d'entendre en retour « Je veux faire huissier de justice » est encore plus faible que les chances de cette tata Jacqueline de gagner à l'euro-million vu qu'elle ne joue pas. Pourtant, chaque année, contre tous les vents contraires, nous voyons accoster dans nos études une nouvelle vague de stagiaires qui, bercés d'espoir ou d'illusion, veulent embrasser la profession. C'est ainsi que 35 stagiaires francophones et 50 stagiaires néerlandophones se sont inscrits au dernier concours fin 2017. C'est sans compter ceux qui ne sont toujours pas en état de présenter l'examen et ceux qui sont déjà définitivement dégoûtés de ce que le professeur Frédéric Georges et moi-même leur avons fait subir les 4 dernières années. Pourtant, moi qui ai dû subir Georges Deleval et Albert Fetway, je peux vous assurer que ce n'était pas vraiment plus simple. Voilà bien une lignée de professeurs qui constituent à eux seuls une encyclopédie universaliste du droit judiciaire et qui dégainent les références légales avant même d'avoir touché leur code, ce qui impressionne autant les petits maîtres que nous sommes que les stagiaires qui nous écoutent. C'est donc pour ces jeunes recrues que j'évoquerai un chemin de croix qui, je vous le rappelle, ne compte pas moins de 14 stations de communion dans la souffrance. Voyons un peu ce qu'il en est. Et vous allez voir tout de suite que je n'ai pas eu, moi, les scrupules de Maître Frédéric Georges. J'ai mis mes photos de vacances dans le PowerPoint, faute d'avoir fait mieux. Première station. Pas d'accès à la profession sans un diplôme de master en droit et notre impétrant devra donc souffrir 5 années minimum en ingurgitant toutes les bases du droit, dont le droit judiciaire qui nous est si précieux. Le problème, c'est que manifestement, il va ingurgiter bien d'autres choses plus agréables à boire et qu'en fin de course, ce sont des bases souvent bien faibles qu'il drainera jusqu'à nous. Depuis 4 ans de fonctionnement des commissions de nomination, nous déplorons en effet le niveau général des stagiaires jusqu'à penser que nous pourrions peut-être avoir été trop exigeants, ce qui nous est du reste reproché. Mais non, les professeurs d'université nous confirment qu'à leur niveau, dans leur propre faculté, c'est aussi décevant pour eux. Ceci explique peut-être cela. Somme toute, nous en sommes au même constat que celui du jury d'homologation dans le système précédent. Deuxième station. Le diplôme de master en droit en poche, il s'agit de rechercher un maître de stage. Facile pour un fils de, plus pénible pour les autres qui doivent prospecter avec leurs propres moyens
en évitant si possible l'étude qui exploitera leurs efforts sans leur apporter ce qu'ils recherchent, et il n'est pas rare dès lors que les syndics soient appelés à la rescousse pour trouver une étude compatissante, ce qui est étonnant puisque, je vous le rappelle, l'accueil des stagiaires est inscrit dans notre code de déontologie. Troisième station. Le maître de stage trouvé, il s'agit de faire un stage qualitatif. Ça, c'est le plus difficile. Trouver un équilibre entre une approche pratique sur le terrain et un panel d'expériences dans tous les secteurs internes d'une étude, ce n'est pas une mince affaire. Et ça va durer ainsi 2 ans. 2 ans pendant lesquels il ne faudra pas être trop malade, ni trop partir en vacances, puisque toutes les causes de suspension vont allonger d'autant la durée du stage et que, faute d'avoir bouclé celui-ci pour pouvoir s'inscrire au concours, cela reportera l'échéance d'1 an supplémentaire. À ce stade, on n'a plus vraiment 1 an à perdre. Il s'agira aussi d'entretenir un contact étroit avec le maître de stage et de faire preuve de diplomatie à son égard, puisque c'est lui qui va annoter le carnet de stage, dont la conformité sera vérifiée par la Chambre nationale avant la délivrance du fameux certificat, une condition indispensable pour pouvoir s'inscrire au concours. Une autre condition sera d'obtenir un extrait potable du casier judiciaire, mais on peut espérer à ce moment que les études universitaires sont déjà loin et que les petites préventions pour bitures joyeuses ou autres attentats à la pudeur, fièrement acquises au cours des guindailles, auront pu depuis lors bénéficier d'un effet d'effacement. 4e station. La principale erreur que le stagiaire ne doit pas commettre, c'est de penser qu'avec son master droit en poche, c'est du tout cuit pour lui et qu'il lui suffira de se présenter à l'examen, les 2 doigts dans le nez, pour devenir candidat huissier de justice. Ceux qui ont pensé ça la première année du concours ont en effet ramassé une claque magistrale en retour. Prenons notre stagiaire, appelons-le Kevin, ou plutôt non, Chris, pas spécialement Chris Peter, mais Chris, je trouve que c'est pas mal pour mon chemin de croix, un beau prénom. Il est clair donc que malgré son master en droit et son certificat de stage, Chris a peu de chances d'être retenu au terme du concours s'il n'y a pas mis un peu du sien et si son maître de stage ne l'y a pas aidé avec tous les moyens dont dispose son étude. La préparation du stagiaire est le fruit d'un intense travail personnel en supplément du travail que l'étude lui apporte. Elle est essentielle à sa réussite. 5e station. C'est là que l'Union francophone entre en scène, magnifiquement, avec son programme complet et soutenu de formation pour les stagiaires en parallèle à ce que propose la Chambre nationale via son centre d'études. Les formations de l'Union, voilà bien l'œuvre à laquelle je me suis dévoué avec fierté d'ailleurs pendant 4 ans en qualité de directeur des formations et qui aujourd'hui est brillamment poursuivie par mon ami et collègue Olivier Aiguermont avec tout le soutien du président de l'Union et du conseil d'administration. Les stagiaires francophones ne s'y sont pas trompés. Nous les voyons en masse, assidûment, en tant que participants à un maximum de nos formations. En 4 ans, nous avons vu clairement les effets de nos efforts et de leurs efforts surtout, puisque début 2018, nous avions environ 43% de réussite à l'examen écrit contre 20% du côté néerlandophone. Pas trop mal quand on sait que nous venons d'une première année de statistiques au concours qui était vraiment médiocre. Au terme de l'oral, le taux de réussite cette année restait encore de 28,60% côté francophone contre 20,80% côté néerlandophone. 6e station. Vient donc le moment où notre Chris va s'inscrire au concours et il va passer entre les mains de la commission de nomination. Les commissions comportent chacun 6 membres effectifs, 6 membres suppléants dans chaque catégorie, 3 huissiers de justice, 3 membres externes. Elles sont, ça je le répète pour la profession parce qu'on a souvent des remarques ou des interventions qui sont déplacées, les commissions sont totalement indépendantes, de sorte qu'aucune décision de l'Assemblée générale des huissiers de justice, aucune directive du comité de direction, aucune injonction du président national ne pourrait les contraindre. Dans les huissiers de justice, vous noterez à ce niveau que nous trouvons obligatoirement des confrères
qui sont nommés depuis moins de 3 ans. C'est tout dire, comme le législateur a eu confiance dans les compétences juridiques des huissiers de justice en place et dans la qualité de leur formation au moment de l'avènement du nouveau statut. Cette commission, on peut la comparer à une essoreuse, si j'en crois l'état dans lequel elle plonge les stagiaires qui rentrent dans son tambour et surtout l'état qui sera le leur quand ils en sortiront. 7e station. Dans le concours des stagiaires, c'est certainement ici, à l'examen écrit, que se trouvait la principale difficulté à résoudre pour les commissions de nomination, car nous partions quasiment d'une feuille blanche, avec pour seule expérience celle dont nous pouvions nous inspirer dans la commission de nomination des notaires, dans laquelle certains de nos membres faisaient déjà partie. Les commissions ont donc constitué en leur sein un groupe de travail qui a eu pour mission de concevoir l'épreuve de A à Z, ce qui inclut la pondération et la correction. Je vous prie de croire qu'il s'agit d'un travail colossal. Voilà pourquoi, pendant qu'une bonne partie de la profession se détend au sport d'hiver en fin d'année, entre Noël et Nouvel An, les membres de la commission, quant à eux, épluchent les copies d'examen, et voilà pourquoi mon épouse me tire la tête le jour de Noël. Lors de notre première expérience, nous avons assez vite constaté que les stagiaires manquaient de temps et que le QCM était une catastrophe. Nous avons donc réévalué. Nous pouvions simplifier l'examen en diminuant nos exigences, mais ce n'était clairement pas l'objectif du législateur quand il a imposé ce concours. Nous avons donc progressivement adapté l'examen écrit à la réalité de nos constatations, mais en maintenant un niveau d'excellence minimum à atteindre pour réussir. Les résultats globaux se sont d'emblée ressentis de ces changements progressifs, même si la pression du temps reste une réalité pour cette épreuve, ce qui est normal puisque le stress est malgré tout une composante omniprésente dans toute la carrière de l'huissier de justice. Il n'y a pas de délibération individuelle, seulement une délibération d'ensemble éventuelle par application d'un coefficient global de délibération en fonction des résultats globaux obtenus ou d'un constat statistique interpellant sur une des 4 parties de l'examen, par exemple. Voilà donc comment notre petit Chris va accéder à la station suivante de son chemin de croix, l'examen oral. Les matières restent identiques. Excusez du peu, mais c'est une véritable montagne de matières. Il est clair qu'à l'oral, c'est plutôt un dialogue qui sera ouvert entre le stagiaire et les membres de la commission, notamment sur des sujets qui nécessitent plus de développement ou des appréciations personnelles, des réponses plus nuancées, analyse de positions contradictoires ou controversées. C'est aussi l'occasion pour la commission de revenir sur des points faibles qu'elle aurait relevés lors de la correction de l'examen écrit ou de pousser un peu plus le stagiaire dans ses retranchements pour s'assurer qu'il ne serait pas là par le simple effet d'une délibération collective. Il faut qu'il confirme qu'il a bien sa place à ce niveau ou qu'il révèle un potentiel qui pouvait être pressenti mais qui ne s'était pas exprimé à sa juste valeur dans l'examen écrit. Une caractéristique constante de l'oral est aussi la gestion du stress et la capacité du stagiaire à se maîtriser. Il faut en effet concevoir que cette jeune personne va se retrouver face à face devant 6 ou 7 membres d'un jury qui vont l'interroger tour à tour. Cela donne des résultats en tous sens, comme vous l'imaginez bien, du contrôle absolu à la déliquescence totale, en passant par celui qui, en sortant, s'excuse presque de nous avoir imposé sa prestation, par celle qui oublie son code, et d'ailleurs elle a aussi oublié son bic, par celui qui, par manque de salive, renverse l'eau à côté de son verre à force de trop trembler, et puis renverse son verre sur ses feuilles, et puis éponge l'inondation avec les serviettes qui emballent les sandwichs du jury. Bon, j'exagère un peu, je vous le concède, mais à peine. L'exercice est donc éprouvant pour les nerfs et c'est souvent à l'état de légumes que ces pauvres gens rejoindront leur famille. À ce stade, il faut noter que l'exigence de réussite n'est plus de 60%, comme à l'examen écrit, mais de 50%, ce qui ne veut pas dire que l'oral n'est plus qu'une formalité, loin de là.
J'en veux pour preuve qu'en 2018, seulement 10 stagiaires ont réussi l'oral sur les 15 qui avaient passé le cap de l'examen écrit. C'est donc un fait, et il serait contraire à l'esprit de la réforme d'adapter l'épreuve au niveau général. C'est bien le niveau général qui doit s'élever à hauteur de l'épreuve, qui par ailleurs constitue un concours d'admission et non pas un examen. La nuance est de taille. C'est ici que se situe précisément un autre grand drame de la réforme. Le stagiaire qui échoue à l'écrit, voire même pire, qui échoue à l'oral, devra recommencer tout depuis le début sans pouvoir capitaliser quoi que ce soit. Ce qui implique parfois pour lui une période au statut incertain au sein de l'étude dans laquelle il travaille. Il en est ainsi depuis des dizaines d'années dans les procédures de nomination successives, mais c'est d'autant plus dur à vivre lorsque les procédures d'accès s'allongent. Il s'agit d'un effet collatéral de l'échec au concours qui conduit évidemment à beaucoup de déceptions, voire de désillusions. Il est certain que des stagiaires se décourageront, réévalueront leurs ambitions ou même se réorienteront. C'est dur pour eux, pour leur famille, pour leur maître de stage qui a consacré beaucoup de temps à leur formation, mais il faut bien constater qu'il en est ainsi dans toutes les carrières et que chacun n'est pas toujours à sa place et que tout le monde ne trouve pas toujours sa voie du premier coup. Ce n'est pas non plus parce qu'un maître de stage trouve son stagiaire suffisamment bon pour répondre à ses propres critères que ce stagiaire dispose du niveau souhaité par le législateur pour apporter une valeur ajoutée à la profession d'huissier de justice dans son ensemble. 9e station. Voilà donc notre impétrant nommé candidat huissier de justice. C'est le plus gros bouleversement de sa vie professionnelle jusqu'à ce stade. Le stagiaire qui accède au statut de candidat va être propulsé dans un rythme de vie totalement différent de par le type de travail qu'il va désormais être amené à prester, puisqu'il va en effet passer en interne d'une fonction de clerc éclairé à celle de chef de service, souvent chargé d'une gestion, de responsabilité, du collationnement des actes, de la formation, autant de choses qui vont transformer certes sa rémunération, mais souvent aussi son statut, parce qu'il va passer éventuellement de salarié à indépendant, sans compter son autonomie sur le terrain, qui va le confronter plus intensivement à la société dans son ensemble et à l'image que cette société a de la profession d'huissier de justice, la mal aimée, si on en croit ce qui fut le premier titre de notre congrès. C'est une tranche de vie qui va occuper notre impétrant pendant au moins 5 ans, puisqu'il lui sera impossible de postuler une place vacante de titulaire tant que ce délai d'expérience n'aura pas été acquis. 10e station. 5 ans minimum, oui, mais parfois 10, 15 ou même 20. À se demander si ça vaut encore bien la peine de postuler, puisque à être nommé à près de 50 ans, si on suivait le ministre qui voudrait expulser les huissiers de justice de leurs études à 70 ans ou même moins, il ne resterait à notre crise que 20 ans à peine pour se faire une clientèle, pour amortir ses investissements et pour se constituer une pension, mission évidemment impossible. C'est donc avec entrain que notre impétrant va prester ses 5 premières années de candidat. Et c'est ensuite avec impatience qu'il attendra le décès, la démission ou la sénilité de l'un d'entre nous pour pouvoir enfin postuler la place qu'il convoite, place qui est bien entendu tout autant convoitée par d'autres. Un élément surgit alors dans sa vie, l'ennemi. Avant, l'ennemi était le plus souvent cantonné dans l'enceinte des petits arrondissements. Mais maintenant, depuis le nouveau paysage judiciaire et depuis la réforme de la compétence territoriale des huissiers de justice telle qu'elle a été voulue par la ministre Turtelbaum sous l'impulsion de quelques confrères ambitieux, l'ennemi vient de partout. Et souvent, il emporte dans son souffle tous les principes anciens de confraternité, en installant alors un climat détestable au sein d'une profession désormais plus concurrente que confraternelle. 11e station. C'est que les années passent et que la vie est courte.
L'impatience monte et on se bouscule sur la première place venue. On s'y accroche comme à une bouée et quand on la perd, on conteste et on se querelle devant le Conseil d'État le plus souvent. Mauvais calcul. Mauvais calcul, en effet, car si on veut se donner la peine de regarder le rapport annuel des huissiers de justice, on constate que la pyramide d'âge des huissiers nous apportera suffisamment de places vacantes au cours des 10 prochaines années. Rares sont les professions qui auront été renouvelées à ce point en aussi peu de temps. Il y aura donc de la place pour tout le monde, pour autant, toutefois, que le ministre veuille bien modérer les vagues entrantes en prenant conscience de la réalité objective de notre métier au fur et à mesure des évolutions qu'il nous impose. Maître Debré y reviendra probablement plus loin, mais voilà, l'effet d'appel est le plus fort, on n'attend plus et on ne lâche rien. Voilà donc pourquoi la commission en vient à auditionner un candidat qui a postulé partout, mais qui vous explique que, dans le fond, il n'est pas très attaché à cette place qu'il postule, parce qu'en fait, c'est une autre qu'il espère de tous ses voeux, mais bon, il fera avec. Vous avouerez qu'en matière de motivation pour rentrer dans la profession, on a connu mieux. Revenons à notre crise. Une place vacante est publiée dans l'arrondissement qu'il convoite. Il a ses 5 ans d'expérience en tant que candidat. Il ne s'est pas trop disputé avec ses employeurs, il peut donc compter sur quelques avis sympathiques pour son dossier. Il n'a pas fait trop d'excès de vitesse en signifiant ces derniers jours. Le procureur du roi lui remettra donc un avis sans tâche. Il a été parfaitement obséquieux vis-à-vis de son conseil de chambre et il a tout lieu d'espérer un avis favorable de sa part. Il a été assidu dans le paiement de ses cotisations et il a bien régulièrement suivi les formations qui lui permettent de remplir sa carte à points. Mieux encore, il a participé ou a fait un peu de figuration dans l'une ou l'autre commission ou dans l'une ou l'autre de nos structures professionnelles. Il est donc fin prêt à mettre en scène un dossier de nomination complet et à affronter à nouveau la commission de nomination, celle-là même qu'il avait fait suer sang et larmes 5 ans plus tôt. 12e station. Revoici le comeback de la commission de nomination. Ces nouveaux supplices frappent d'emblée avec l'épreuve des poteaux, le test juridique pour les candidats. Un super QCM qui a été imaginé par les commissions afin de constituer un premier filtre avant les auditions. Rétroacte. Pour évaluer, il faut bien entendre très vite. Les commissions se sont rendues compte que c'était pratiquement une mission impossible pour elles. En effet, la loi impose des critères d'évaluation uniformes pour les 2 commissions et pour chaque place à pourvoir. Or, dans certains arrondissements, tels qu'ils sont actuellement fusionnés, il y a beaucoup trop de candidats pour qu'il soit techniquement possible de les entendre tous d'une façon correcte. Et c'est ainsi qu'est venue à jour l'épreuve la plus décriée de notre profession, celle qui impose un nouvel examen à des gens qui ont un diplôme de master en droit, qui sont sur le terrain depuis de nombreuses années, loin de leur syllabie, et qui auront de surcroît déjà subi le concours des stagiaires. La loi du 4 mai 2016 a donné un feu vert pour ce test, alors même que dans la genèse du nouveau statut, la volonté explicite du législateur était bien de ne pas organiser de concours entre les candidats. Nous jouons donc ici sur les mots. Heureusement, le même texte de loi a prescrit que tout candidat non sélectionné sur cette liste et qui désirerait malgré tout être entendu pourrait exiger son audition. Certains pensent qu'une telle demande serait d'emblée vouée au mépris de la commission, qui se sentirait, je ne sais pas moi, ulcéré, plus que flatté de voir qu'un candidat non sélectionné aurait l'outrecuidance de tenter de convaincre que le bonnet d'âne dont on semble l'avoir affublé n'est pas celui d'un âne, mais les oreilles d'un simple lapin. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il n'en est rien et qu'à chaque niveau, la vérité triomphe. J'ai l'exemple de certains candidats auditionnés par la bande à leur demande, qui ont fini par être classés et même bien classés.
L'espoir n'est donc pas mort. Mais revenons à notre test. Celui-ci fut aussi catastrophique que je l'avais prédit. Et notre constat, au terme de cette première analyse, reflétait une autre injustice. Les candidats les plus jeunes se montraient souvent les plus brillants, tandis que les candidats les plus expérimentés jouaient à la belote en fond de classement. Fallait-il simplement ignorer cette situation et conclure à une génération sacrifiée, ignorer les exigences morales d'une période transitoire qui laisse encore aujourd'hui coexister des candidats issus de l'ancien régime avec des candidats licenciés en droit ou master en droit ayant passé l'homologation, et bientôt la nouvelle génération des candidats issus du concours? Non, nous avons décidé que cela n'était pas possible et nous avons alors introduit à ce stade un second critère objectif dans notre sélection des candidats à entendre, l'ancienneté dans la profession. Nous pouvions donc avancer. Mais je voudrais mettre ici en garde les candidats qui plaident sans trop réfléchir à la suppression du test. Ne jetez pas trop vite cette formalité aux orties, car elle a au moins le mérite de remettre tout le monde sur un même pied d'évaluation au niveau des compétences juridiques juste avant l'analyse des dossiers de postulation, alors même que dans 4 ans viendra la concurrence des nouveaux candidats qui, eux, seront issus d'un concours. 13e station. Les auditions se sont succédées. À ce stade, les échanges prennent un peu de hauteur et c'est toute la personnalité des candidats qui est mise sur le grill. Il s'ensuit de longues délibérations, très sérieuses, très motivées entre les membres de la commission. De tout cela, un long, très long PV est dressé pour chaque place à pourvoir, avec une longue, très longue motivation, point par point, et le tout est transmis au ministre par la commission au terme d'heures et d'heures de travail. Je peux vous l'assurer, rien n'est ici décidé à la tête du client. Il ne reste plus alors au ministre qu'à proposer un candidat à la nomination royale. Vous noterez que la loi a prévu une résurgence du geste politique selon l'ancien système, puisque le ministre pourrait très bien proposer au roi n'importe lequel des 3 candidats classés par la commission, nonobstant sa place dans le classement. Mais il faut bien concevoir que si le ministre s'écartait du classement, il aurait alors grand intérêt à motiver considérablement son choix dans l'arrêté royal, sous peine de devoir s'en expliquer devant le Conseil d'État en cas de recours, ce qu'il fallait précisément éviter. Et force donc est de constater qu'en 2017, le ministre a systématiquement consacré le premier choix des commissions sur toutes les places concernées. 14e et dernière station. Déjà. Le Graal. Voilà venir la fin de notre chemin de croix. Notre ami Chris manque de s'étouffer un beau matin dans son café en lisant la publication de sa nomination dans le Moniteur belge. Bonheur suprême. À près de 50 ans, il peut encore raisonnablement espérer signifier des actes pour son propre compte pendant une bonne dizaine d'années avant d'avoir besoin d'un cadeau. Peut-être même sa nomination sera-t-elle définitivement acquise après un autre délai de 10 ans en cas de recours devant le Conseil d'État. Par exemple, par cette garce de Marie-Madeleine qui se voyait bien nommée à sa place compte tenu de la jolie robe qu'elle avait arborée devant le jury. La suite est d'une simplicité déconcertante puisqu'il ne lui reste qu'à prêter serment sans bafouer devant le tribunal de première instance avec en fond d'écran Maman, Mamie et Tonton Gaston, déposer au greffe et à la Chambre nationale le spaghetti qui lui sert de signature et la virgule qu'il utilise en guise de paraphe, et puis trouver des locaux, du mobilier, du matériel, un fournisseur IT, recruter sa première secrétaire, jeune et jolie comme il se doit, s'affilier à un secrétariat social, souscrire des assurances, trouver une banque qui voudra bien financer tout ça, donc s'endetter pour 5 à 10 ans, mais aussi et surtout trouver du travail, des affaires à traiter, des clients à servir. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on fréquente plus des concurrents que des confrères et que les sourires d'hier sont devenus aujourd'hui autant de rictus de façade, à moins bien entendu de s'associer.
Mais comment éviter de se faire exploiter ou de se laisser enfermer dans un piège professionnel qui transformera une belle carrière en un méchant cul-de-sac? Nous voilà donc au bout du chemin. Maître Chris est désormais les pieds sur son bureau, scrutant sa boîte aux lettres. Et il va vite recevoir le premier cadeau professionnel de sa longue carrière, un cadeau de bienvenue de la part d'un ordre qu'il estime et qui lui veut tant de bien, la cotisation de la Chambre nationale et la cotisation de sa chambre d'arrondissement. Que dire en conclusion? Après son chemin de croix, le Christ a gagné une renommée universelle et éternelle. Mais notre Christ, lui, qu'est-ce qu'il y gagne? Alors, cher monsieur Gaines, quel avenir destinez-vous aux huissiers de justice dans toutes vos réformes? Car voyez-vous, en ce qui me concerne, et vous m'en excuserez, je ne les perçois pas bien. Voilà, mes chers amis, Amen.